des avancées. Et donc l'idée, c'est de capitaliser sur ces avancées. Et les avancées, c'est notre connaissance des enjeux. On ne les a jamais aussi bien connus, même s'il y a pas mal d'incertitudes, de ces enjeux qui relèvent d'une quadruple pression, qui vous sont familières. Il y a la pression démographique qui est particulièrement importante chez nous, la perte des écosystèmes, comment on va gérer le changement climatique et puis les pressions. Et l'idée, c'est de resituer un petit peu le développement de l'humanité et de repositionner évidemment le vivant et notre relation au vivant au cœur de nos politiques et de nos relations à la nature au quotidien. Dans ce contexte-là est apparue l'idée de solidarité écologique, avec l'idée, c'était simplement qu'on connaît très bien ce qu'on détruit tous les jours. On ne cesse de mettre en place des réglementations et on voit bien que tout ça nous file entre les doigts. Et peut-être que ce qu'il faut revoir, c'est simplement notre manière de reconsidérer nos cadres de vie, notre manière de reconsidérer les liens qu'on met en place avec la nature. Alors, la solidarité écologique, elle a été définie, je ne vais pas revenir dessus, dans le cadre des parcs nationaux, un travail qui avait été fait dans le cadre de la réforme de 2006 des parcs nationaux français. Moi, ce que je vous invite à retenir, c'est simplement l'idée que la solidarité écologique, c'est les interdépendances biophysiques et c'est surtout leur expression dans le domaine culturel, dans le domaine émotionnel, dans le domaine social, économique évidemment, et c'est surtout la reconnaissance de ces interdépendances dans nos actions, et donc l'idée d'essayer d'adopter une approche conséquentialiste, c'est-à-dire d'essayer de décider en ayant conscience des conséquences de nos choix. Donc c'est vraiment redistribuer la responsabilité. On l'a vu tout l'après-midi, en fait, souvent cette volonté de territorialiser, de travailler à l'échelle pour entreprendre les actions les plus pertinentes localement, et ça relève typiquement de cette redistribution de la responsabilité qui vient de différents niveaux. Alors évidemment, la transition vers la solidarité écologique, elle ne va pas se faire du jour au lendemain. En tout cas, c'est une invitation. Donc je l'ai mentionné, il s'agit de reconnaître les interdépendances fonctionnelles. Il s'agit de les expliciter, de les médiatiser, de les discuter, de les dialoguer. Il s'agit aussi de borner les limites de la biosphère, c'est-à-dire de borner les limites de nos activités et de nos impacts sur le monde. Et puis, l'idée, évidemment, c'est de changer de modèle social. Alors, quand on regarde, ça a des travaux qui ont été publiés dans Nature en 2009, de Johan Rockström et ses collaborateurs, qui ont essayé de définir les limites de la biosphère et où est-ce qu'on en était sur un certain nombre de critères en termes de dépassement d'effets de seuil. Et en fait, si certains de ces critères restent encore à déterminer, concernant l'acidification des océans, quand on pense que bientôt, si on continue, les invertébrés ou les crustacés ou les escargots ne seront plus en situation de fabriquer leurs coquilles. Donc on imagine déjà tous les impacts que ça peut avoir sur tout le système marin. Enfin, je caricature un peu, mais c'est un petit peu ce qui nous attend si on ne réagit pas. Tous les effets sur les cycles de l'azote. Bref, on connaît assez bien, même s'il y a un grand nombre d'incertitudes, et évidemment, même si ce genre d'estimation est l'objet d'intenses débats dans la communauté scientifique. Donc il s'agit d'agir. Alors, tout le monde ici connaît les obstacles à l'agir environnemental. Alors, la question, c'est qui est le loup et qui est l'agneau dans l'histoire, puisqu'évidemment, ça va dépendre des perspectives. On a un grand nombre d'obstacles à dépasser. Il me semble que les obstacles sur la connaissance sont assez bien cernés et que l'enjeu désormais, c'est de partager cette connaissance. L'avenir pour la transition écologique, là où on observe les plus grandes difficultés, ça va être les obstacles culturels. On les a déjà abordés avec Natura 2000 sur le terrain. On a énormément de lieux en région PACA où on a des expérimentations assez exemplaires de partenariat et de compréhension sur la phase de diagnostic, la phase de prescription et sur des résultats assez positifs qui peuvent être des zones d'entraînement et d'élargissement et de montée en généralité. Les enjeux désormais, c'est de profiter de nos capacités
technico-économiques, de ne pas les laisser nous passer dessous. Et pour cela, l'enjeu, ça va être évidemment un enjeu éminemment politique. Tout cela relève des motivations et des dimensions collectives. Et donc, parmi les scénarios, ici, j'ai repris un schéma assez connu qui vous est peut-être familier du ministère de l'écologie sur les grands choix qui nous sont connus. Tout à l'heure, on parlait de le modèle corridor tâche matrice qui invite involontairement, ou en tout cas à une espèce de dichotomie entre des espaces à aménager et puis des espaces qui seraient à protéger. L'enjeu aujourd'hui dans de nombreuses régions, je pense à l'Amérique du Sud, mais l'Europe n'échappe pas, même si elle est dans des paysages culturels façonnés par l'homme depuis peut-être plus longtemps et de manière plus visible, l'enjeu reste l'enjeu, à savoir si on fait de la ségrégation spatiale ou de l'intégration. Et c'est évidemment plus facile de faire de la ségrégation spatiale, c'est-à-dire des zonages, ici on fait ceci et là-bas on fait cela, que de faire de l'intégration. Or, tous les modèles théoriques nous invitent à faire de l'intégration, puisqu'en fait, tout à l'heure, Thierry Tatoni a présenté le modèle SLOS. On sait très bien que même dans le Serengeti, même avec des parcs nationaux qui font 2 millions d'hectares, les superficies ne sont pas suffisantes pour garantir un certain nombre de fonctionnalités écologiques. Par ailleurs, les collègues qui travaillent sur la restauration écologique, dans les méta-analyses qui sont sorties dernièrement, révèlent qu'on a toujours 25% minimum de dette de restauration, c'est-à-dire de fonctionnalités écologiques que nous ne parvenons pas à reconstituer. Donc, traiter de manière équivalente ou compenser des dégradations de milieux naturels fonctionnels par de la restauration écologique peut paraître d'ores et déjà une aberration en tout cas scientifique, si ce n'est pour l'humanité. Mais bon, là on va sur des débats plus sur les choix et les systèmes de valeurs. Et donc ce qui est assez intéressant, et ce qui fait peut-être la richesse du cas français, c'est le modèle de l'approche territoire. Et donc c'est la territorialisation que peut-être on a peu utilisée, c'est peut-être l'effet SRCE, l'effet tram vert et bleu, où il y a l'écologie qui revient sans cesse, mais c'est la territorialisation. Et donc du coup je voudrais terminer sur cette notion d'intendance des territoires qui nous revient. Elle a passé l'Atlantique et puis maintenant elle est en train de nous revenir. Cette notion qui est pratiquée dans de nombreux parcs naturels régionaux, cette idée de gestion en bon père de famille, de faire bon usage de la nature, mais faire bon usage en intégrant les dimensions fonctionnelles écologiques et en intégrant la biodiversité. Alors ça nous revient avec des initiatives européennes. En ce moment, il y a des LIFE européens, donc sur le land stewardship, qui sont pilotés par la RSPB ou qui sont pilotés, qui rassemblent l'Espagne, l'Italie et la France. Et puis, il y a tous les courants nord-américains qui travaillent sur l'intendance, non pas des sols ou de l'usage ou d'un territoire particulier, qui, eux, réfléchissent à l'intendance de la planète Terre dans sa globalité, hein, pourquoi pas, restons ambitieux. Et donc, l'idée de cette intendance, en fait, on est un petit peu comme M. Jourdain, on la pratique déjà pas mal, c'est vraiment privilégier l'échelle territoriale et les réseaux sociaux qui sont déjà en place et de traiter de la biodiversité systématiquement dans tous les aménagements, dans tous les choix d'aménagement. Donc, on est typiquement dans le 3e R du modèle des 3 R de Rosenzweig. Et dans cet espace-là, l'idée, c'est de remettre de la solidarité écologique, c'est-à-dire à la fois les attachements qu'on a pour la biodiversité et les relations qu'on a à la nature, mais également sur les interdépendances biologiques et les interdépendances hydrologiques. Et donc l'idée, c'est travailler sur la solidarité écologique dans le cadre de l'intendance des territoires. Ça ne va pas être seulement de travailler sur les relations que l'on entretient à la nature, c'est-à-dire prendre au sérieux les attachements qui nous conduisent à prendre nos décisions. Je fais partie de quelques comités scientifiques. C'est toujours assez savoureux de voir comment, pendant les séances plénières, on essaie de hiérarchiser avec des critères les plus matérialistes possibles, avec les critères de scientificité possibles et les métriques scientifiques pour essayer de hiérarchiser les priorités de conservation. Et puis, dès qu'on passe au moment du repas, la convivialité aidant, ce sont tous les critères esthétiques, les critères émotionnels,
les critères historiques, les attachements qui reviennent et qui finalement vont finir par influencer de manière peut-être discrète la décision finale. Donc de la science, oui, mais cessons de mettre sous le tapis un certain nombre de considérations et d'attitudes. Et enfin, être solidaire ou travailler sur les solidarités écologiques, c'est prendre en charge justement les conséquences de ces interdépendances au niveau des différents groupes sociaux qui vont être concernés et surtout pas négliger. Il me semblait qu'il n'y a pas si longtemps, on parlait de multifonctionnalité de l'agriculture. On l'entend quasiment plus. On est passé aux services écosystémiques et à leur monétarisation, etc. Et peut-être que cette multifonctionnalité, elle est à requalifier. Elle a été l'objet déjà de beaucoup de débats, mais elle est à recapitaliser dans le débat qui nous concerne sur l'intendance des territoires. Enfin, sur la responsabilisation, je vais terminer avec ça. L'idée, c'est actuellement, on redistribue la responsabilité aux différents niveaux décisionnels. Et il y a différentes manières d'interpréter cette redistribution de la responsabilité. Je voulais vous sensibiliser à ça. Donc, ça a déjà été l'objet de pas mal de travaux de collègues en sociologie, des juristes également. C'est d'essayer de bien penser que cette redistribution de la responsabilité, on a une carte à jouer encore, c'est de faire en sorte qu'elle soit réellement inscrite qu'elle soit solidaire et qu'elle s'inscrive vraiment dans l'action et le lien social au niveau des territoires. Et ne pas se faire piéger par une technique de responsabiliser tout le monde, dans une vision assez néolibérale du monde, où extrêmement individualiste, qui nous laisserait croire que l'enjeu c'est d'être des entrepreneurs, des managers ou laisser la place aux égaux, etc. Je vais revenir en arrière. Et donc pour conclure, on essaye de réfléchir au terme d'une politique qu'on appelle la politique du rivet, en hommage à Ehrlich et sa théorie du rivet par rapport à la biodiversité, qui compare la conservation de la biodiversité au nombre de rivets qu'il y a sur une carlingue d'avion. Et donc on peut perdre un peu de biodiversité, on peut pas perdre quelques rivets, mais il suffit celui d'une partie critique qui permet de piloter l'avion saute, et là c'est l'ensemble de l'édifice qui s'effondre. Et donc l'idée c'est d'essayer de reconnaître les communautés réflexives. Ici vous êtes une communauté réflexive, il y en a dans les différents territoires, et l'enjeu c'est une reconnaissance par les collectivités territoriales et par les services de l'État de ces communautés réflexives, et d'accepter ou en tout cas de travailler à un dispositif qui permet d'intégrer ces différentes communautés réflexives. L'autre élément, c'est de garder en tête qu'il y a toujours un objectif de connaissance, que cette connaissance, elle ne doit pas porter seulement sur la biodiversité. Alors je vois parler de faune PACA, etc. On ne cesse de faire des inventaires des composantes de la biodiversité, ok, mais n'oublions pas de jouer la carte aussi de la connaissance des hommes, de comment pensent les hommes, comment ils vivent entre eux, quelles sont leurs interrelations, quels sont les rapports de pouvoir. Ce sont des choses tout aussi déterminantes que de savoir combien d'espèces de coléoptères on a sur la parcelle voisine. La volonté de changement, l'idée de tendre vers l'intendance de territoire, c'est vraiment cette rencontre-là entre une intention de connaissance et une volonté de changement portée par les groupes sociaux. Et pour cela, pour garder la cohérence et la rendre opérationnelle, c'est de tendre vers une évaluation plurielle. Quand je parle d'évaluation plurielle, c'est accepter la pluralité des perspectives, c'est-à-dire accepter de se mettre en situation de respecter les différentes opinions et d'essayer de faire en sorte de faire cause commune ensemble pour essayer d'aller vers de l'opérationnel. Et enfin, évidemment, c'est de penser la transformation. Il me semble que nos sociétés pensent systématiquement à l'adaptation, pensent à s'adapter à l'avenir plutôt que de précipiter les choses et de faire les choix et de préparer l'avenir plutôt que de l'anticiper. Voilà, je vais m'arrêter à ça. Et donc l'enjeu, évidemment, c'est d'avoir un dispositif opérant. Ce que j'appelle par un dispositif opérant, c'est ce dispositif qui va permettre de mettre à égalité de parole les différents protagonistes de l'aménagement du territoire. Je suis toujours assez ahuri, toujours stupéfait de voir comment énormément d'énergie
est investi dans des approches participatives et le niveau de frustration qui en ressort parce que les dispositifs sont jugés insatisfaisants, parce qu'on n'a pas su s'exprimer, parce que certains maîtrisent mieux la rhétorique que d'autres, etc. Et donc l'enjeu, il est vraiment de continuer de travailler sur améliorer la qualité de ces dispositifs pour, encore une fois, essayer de faire cause commune et de penser nos solidarités écologiques. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention. C'était peut-être... C'est peut-être un peu confus, et peut-être que je terminerai par une citation de Bachelard, c'est-à-dire qui disait « Pour voir, il faut entrevoir ». Et donc, il faut mettre les gens en situation, quand je dis les gens, c'est-à-dire les différents acteurs du territoire, de pouvoir voir ce qui est en jeu, et ce qui est réellement en jeu, ce qu'on est en train de perdre, et ce qui nous fait tenir ou pas ensemble, ou ce qui va continuer de nous faire tenir ensemble. Voilà. Merci à vous. Je crois qu'on peut remercier encore Raphaël Matevé qui nous a plus qu'éclairé. Moi, je n'enlève pas un seul mot. Et j'aurais bien aimé que même cette journée, si on n'était pas tous fatigués, parce que certains ont commencé très tôt ce matin, et que de continuer à débattre autour de ces enjeux, parce que derrière tout ça, en effet, c'est le modèle de société que l'on veut construire. Et donc, pour ceux qui restent et qui ont juste les 2 minutes que je leur demande de me consacrer juste pour simplement qu'ils entendent mes remerciements, en tout cas pour la région et pour l'État, pour leur mobilisation. Entre tâches, corridors, matrices, voilà, ça, je vais peut-être en rêver cette nuit. Les zones de conflit autour de cette tâche, corridors, matrices, on va peut-être en faire un poème ou une chanson. Donc, simplement pour vous dire que vous avez travaillé sur des ateliers, on va dire, techniques en juin et juillet. L'aventure va continuer. Je pense que nous, et en tout cas moi en tant qu'élu régional, l'intérêt en effet de rapprocher plus encore les techniciens du monde, on va dire, c'est pas le monde du silence, hein, puisqu'ils sont là aussi, se sont exprimés, c'est le monde des élus et de toute, parce qu'il y a la Chambre d'agriculture par exemple. Je pense que la notion, en effet, comme le rappelait Raphaël, il faut de l'intendance, il faut une intendance de proximité, il faut une participation solidaire, il faut la compréhension des enjeux, il faut du temps, il faut donner du temps au temps, et tout ça, c'est important pour construire ce qu'on a à construire, notamment ce schéma régional de cohérence écologique, au-delà, je dirais, bien sûr, dans le cadre que nous est imposé, ou en tout cas partagé, je les souhaite et je l'espère, pas avec l'État. Je retiendrai donc, pour vous dire aussi que nous, en région, comme ça a été rappelé, nous sommes dans le montage et l'animation de la stratégie globale de la biodiversité qu'anime Annabelle Gégère, et nous sommes en pleine réflexion sur le schéma régional d'aménagement du territoire. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup, donc ça fait beaucoup de réseaux, beaucoup de mobilisation des réseaux. Tout ça, l'important, c'est de montrer la cohérence et en effet, de montrer l'intérêt et puis que ça redescende aussi sur la territorialisation de nos politiques. Et comment aller au cœur des territoires pour expliquer les enjeux et pour expliquer la pertinence et aussi le partage obligé, obligatoire pour repenser, si ce n'est le présent, en tout cas préparer l'avenir. Et je crois que c'est un enjeu majeur qui n'est pas forcément toujours compris. Parce que là aussi, je reprendrai ce que dit Raphaël, à savoir, on est quand même dans une société qui, les crises aidant, etc., pense plus individuellement que collectivement, même si cette assemblée prouve, au moins dans cet endroit, le contraire. Donc, obligation de dialogue permanent. Alors, c'est assez bizarre, hein, obligé de dialoguer, mais il faut que ça devienne quelque chose d'essentiel pour arriver à monter ces politiques qui soient crédibles et efficaces. Et quand je dis ce mot, c'est surtout vivable et viable pour notre avenir commun. Donc, merci à tous. Et puis, je vous donne tous rendez-vous et tous et toutes, excusez-moi, en mars, hein, pour la suite des aventures des ateliers mesures. Parce que, voilà, c'est, comme m'a rappelé ce matin et tout à l'heure l'Adréal, il est évident que nous avons un calendrier. Nous avons, au-delà de notre option de concertation, participation et partage, nous avons l'obligation d'avoir à la fin de l'année le passage en enquête publique
et qui dit, et c'est pour ça que nous avons insisté en région pour qu'il y ait vraiment ce rapport avec la proximité, avec les réseaux et avec les territoires. Sinon, à mon avis, on va dans le mur. Donc rendez-vous en mars et je vous souhaite une bonne fin d'année à tous et à toutes. Merci. Ah oui, juste un petit mot, simplement pour remercier encore, parce que bon, les services, ça c'est sûr, mais aussi ceux qui nous ont aidés, les bureaux d'études, Appel d'air, aide-moi Karine, je ne me rappelle plus. Et G2C voilà, et Ecomed. Voilà, Ecomed. Et Thierry Tatoni, IMBE, partenaire ouais, mais Thierry bénévole. Tatoni fait partie presque d'une obligation, il est là. C'est les intervenants bien sûr, que je remercie vivement, mais ils font partie de la famille. Voilà, merci. Marie, juste remercier peut-être les gens parce que le site, il est 5h30, on est vendredi, ils sont encore là, ils sont restés jusqu'au bout. Mais c'est génial. Non mais eux. Ah ben, j'ai dit de tenir 2 minutes encore. Non, non, tu l'as. Hein qui Mais je les ai remerciés tous là. Ben oui, mais je les ai remerciés en disant qui. Tous. Ah non, tous. non. Et nous aussi. Tu m'as pas écouté quand j'ai commencé mon...